Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui. C'est ma toute première conférence, donc c'est un moment un peu symbolique pour moi, d'autant plus que, vous l'aurez compris, j'ai peur de parler en public. À vrai dire, j'ai aussi peur des nombrils, mais je me suis dit que ce serait moins captivant comme sujet, donc je le garde pour peut-être une prochaine fois si ça se passe bien. On s'est tous, à un moment donné, retrouvés à devoir faire preuve de courage pour oser faire quelque chose, que ce soit oser sauter en parachute, oser dire je t'aime, ou même oser sourire après avoir mangé de la salade. En fait, on a tous des challenges, mais pour la plupart d'entre nous, humains, je vais dire, le challenge le plus commun qu'on va avoir, ça va être de parler en public. Et si au cours de votre vie, on vous laissera tranquille avec votre peur des araignées ou des serpents, le fait de dépasser votre peur de parler devant une audience, ça, vous en entendrez parler toute votre vie. Et c'est parce que, en fait, montrer qui on est et ce qu'on fait, c'est se réaliser. Et c'est hyper important sur l'échelle sociale, autant personnellement que professionnellement. Mais alors, je le disais, le truc, c'est qu'on n'a pas tous peur au même niveau. Je suis certaine que vous connaissez des personnes qui ont toujours adoré ça, parler en public, et d'autres, comme vous peut-être, pour qui c'est l'inverse. Mais le truc, c'est que si on n'a jamais vraiment appris à parler devant une audience, c'est bien normal de ne pas trop aimer l'exercice parce que c'est difficile. Le fait de bien parler en public, ça s'apprend, c'est une compétence. C'est pas un trait de personnalité ou même c'est pas inné chez certains, même si on pourrait le croire. Et ça, on va voir ça pourquoi. J'ai la Wi-Fi qui se... Donc moi, c'est Clara, j'ai 28 ans et j'ai toujours été tétanisée à l'idée de parler devant des gens. Pour moi, à partir de 3 personnes, ça me faisait déjà bien peur. Et en fait, j'ai toujours vraiment envié ces personnes qui avaient parlé en public, qui avaient un certain charisme, peu importe la situation, peu importe le nombre de personnes. Et je me disais que j'aurais peut-être un déclic, moi aussi, en grandissant. Mais ce déclic, il n'est jamais venu. Alors, je ne suis ni coach ni psy, je travaille dans l'événementiel, je suis chez Hippon Technologies. Et d'ailleurs, je vois pas mal de mes collègues présents, donc merci beaucoup. Et en fait, je ne sais pas vous, mais moi, le fait d'avoir peur de parler en public, j'avais trop peur en fait, de voir ma vie passer à être spectatrice plutôt qu'actrice. C'était trop important pour moi, je ne voulais pas le subir encore, je sais pas, encore 30 ans. Donc j'ai décidé de le creuser, ce sujet. D'ailleurs, est-ce que vous savez de quoi on se parle? Comment est-ce que ça s'appelle la peur de parler en public? Est-ce que quelqu'un sait? Pas spécialement, c'est un petit nom, parce que tout a un nom. On parle de glossophobie. J'ai mis des petites paillettes, c'est pour illustrer ce truc, parce que ça nous pourrit un petit peu la vie. Et je vais vous donner un premier chiffre, c'est que la peur de parler en public, elle touche 75% des gens dans le monde. Et 75%, ça veut dire 3 personnes sur 4. Donc en fait, c'est énorme. Ça veut dire que la plupart des gens en souffrent. Déjà, ça la place en première phobie mondiale. Ça passe avant la peur du vide et même la peur d'une mise en prod un vendredi soir. Mais aussi, ce que ça nous apprend, c'est que parmi les bons, voire très bons speakers qu'on connaît, il y en a plus de la moitié qui font cet exercice correctement, voire très bien, tout en ayant peur. Et c'est ça qui est hyper inspirant, je trouve, et c'est là que je voulais mettre le levier, de me dire, si eux, ils y arrivent, c'est qu'on peut y arriver. En fait, pour mes recherches, j'ai fait comme tout le monde. J'ai cherché sur Internet des articles, des vidéos, et c'est vrai que vous pouvez trouver énormément de choses, plus ou moins bien faites, mais ce qui est hyper frustrant, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est que ils disent tous la même chose, c'est que pour dépasser cette peur de parler en public, il faut prendre confiance en soi, éviter de se comparer aux autres, pourquoi pas faire de la danse ou du théâtre. Et moi, je me disais, mais c'est super tout ça, mais ça, c'est ce que je vais être capable de faire justement parce que j'aurais plus peur des autres. Moi, vous me dites, Clara, demain, inscris-toi à un cours de théâtre, ça te fera du bien, comme ça, tu vas avoir moins peur de parler en public. Mais en fait, vous me déclenchez un traumatisme de plus, j'en ai pour 5 ans de psy, parce que c'est hyper violent, je trouve que c'est vraiment pas facile. Mais cependant, j'ai fait mon petit chemin et là, je suis là devant vous aujourd'hui et je vous promets, j'ai pas été forcée, j'ai vraiment été volontaire pour être là. Et ça, c'est parce que j'ai envie de montrer, de me montrer à moi-même et de vous montrer à vous aussi que c'est pas parce qu'on en souffre de cette peur, comme du coup, je suppose, la plupart d'entre nous aujourd'hui, qu'on peut pas la dépasser. On peut vraiment y arriver, il y a un moyen. Et moi, je suis là aujourd'hui pour vous montrer comment vous y prendre, tout simplement. Et via cette présentation, en fait, je pourrais vous donner les méthodes pour gérer le stress, bien préparer justement une prise de parole, comment ne pas oublier son texte le jour J.
Mais ça, en fait, il y a déjà énormément de ressources qui sont très bien faites et que je pourrais vous partager en fin de présentation. Je préfère en fait que vous puissiez les assimiler, apprendre par vous-même. Il y a des choses qui feront écho pour vous et d'autres moins. Moi, en fait, je suis vraiment là pour vous parler de ce sujet de la peur, de comprendre d'où elle vient, comment ça se passe dans le cerveau, pourquoi est-ce que certains ont plus peur que d'autres, et surtout, si on est si nombreux à être concernés par le sujet, comment ça se fait qu'on n'ait pas trouvé de solution toute simple jusqu'ici et qu'on ait encore autant à galérer, à stresser avant une présentation. Donc, vraiment vous donner les clés en fait pour pouvoir vous lancer vous aussi, tout simplement. Et pour ça, je vous propose de commencer par comprendre ce qui se passe dans notre cerveau, en analysant notamment notre façon de gérer le stress et le circuit de la peur. Qu'est-ce qui se passe quand on a peur? On va mettre le doigt sur le regard des autres, en faisant le lien avec le regard de soi notamment, et le fameux syndrome de l'imposteur, on y reviendra. Et puis, par la suite, je vous présenterai les étapes qui sont en fait pour moi comme les petites marches d'escalier à gravir pour que vous aussi, vous puissiez dépasser votre peur, la gérer, l'exterminer, voilà. Et je nous laisse 5-10 minutes de questions pour la fin. Hop, c'est parti. Cette peur de parler en public, d'où est-ce qu'elle vient? Parce qu'après tout, on parle très bien quand on est tout seul chez soi, par exemple, que ce soit même en faisant des messages vocaux, entre amis, en famille. On le ressent bien, tout est différent, il y a une certaine pression à partir du moment où il y a une audience devant nous. Et cette audience, ça fait qu'il y a un regard sur nous, le regard des autres, et un potentiel jugement qu'il peut y avoir sur nous. Mais jusqu'ici, c'est normal de redouter le regard des autres parce qu'on est des êtres humains de relation, donc on va avoir terriblement peur du rejet, et le fait de se soucier de l'avis des autres, ça nous permet d'acquérir les codes, tout simplement, pour ne pas se faire rejeter des groupes, de la société à plus grande échelle. Et cette peur du rejet, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne date pas d'hier, elle date de la période où on vivait encore en tribu, en petits groupes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, faire partie d'un groupe, c'était une question de survie parce que se retrouver seul, à contrario, c'était devoir chasser seul et devoir se défendre seul aussi face aux éventuels prédateurs. C'est à ce moment-là qu'une partie de notre cerveau, qu'on appelle le cerveau reptilien, s'est développée. Et ce cerveau reptilien, sa fonction première, c'est de nous maintenir en vie, c'est la survie. C'est pour ça que, il y a 100 millions d'années, quand il s'est développé, il l'a fait dans les conditions de pouvoir vivre en tribu et ne pas se faire rejeter des groupes. Je pars du principe qu'on a tous un cerveau, ici en tout cas, donc on va l'étudier un petit peu, ce cerveau reptilien. Quand on schématise un cerveau, il y a plein de manières de schématiser le cerveau, mais j'en ai pris une relativement simple. Généralement, on a les 3 parties, on a le néocortex, le système limbique et ce fameux cerveau reptilien qui nous intéresse. Je vous l'ai dit, c'est celui qui est responsable de notre survie, donc il va gérer les fonctions fondamentales de notre organisme, que ce soit les battements du cœur, la respiration, l'équilibre ou encore la régulation de la température corporelle. Vous allez peut-être voir où je veux en venir avec ces vignettes. En fait, derrière toutes les sensations qu'on a quand on stresse, le fait de transpirer, d'avoir le cœur qui bat super vite, de ne plus pouvoir respirer, etc. Mais vous l'aurez remarqué aussi, toutes ces fonctions, elles se mettent en place de manière assez automatique, peu importe le type de stress, que ce soit se faire courser par un ours ou présenter quelque chose en entreprise. Et ça, c'est parce que le cerveau reptilien, il retient rien de l'expérience, il est doté que d'une mémoire à court terme. De l'autre côté, on va avoir la peur, qui, elle, au contraire, va retenir toutes les expériences traumatiques qu'on peut avoir au cours de notre vie. Et ça, c'est parce que la peur, elle passe par l'amygdale. Et l'amygdale, c'est le siège de notre mémoire émotionnelle. Quand on va avoir peur, en fait, on va avoir un des 5 sens généralement qui va se développer, comme la vue, on va sentir quelque chose, voir quelque chose, entendre quelque chose, plus la mémoire émotionnelle de quelque chose qui aurait pu nous arriver plus jeune. Et ça crée des peurs qui parfois n'ont pas forcément lieu d'être, comme par exemple penser que tel chien est méchant parce qu'on a été mordu quand on était plus jeune. Donc que ce soit la peur ou le stress, tout est automatique parce qu'aucun des deux ne fait appel au néocortex, qui est la partie du cerveau où on prend conscience des choses et où on agit avec conscience tout simplement. C'est la peur qui déclenche le stress. Donc le stress est vraiment une réponse physiologique à la peur.
Mais sauf que le souci, il est là, c'est que on se met à avoir peur parfois un petit peu pour rien, et c'est normal, vaut mieux avoir trop peur que pas assez. Par exemple, avoir peur d'écraser un piéton quand on conduit, et voilà, qu'il y a quelque chose qui se mette en place très très vite pour ne pas écraser cette pauvre personne. Mais comme je vous disais, le cerveau reptilien qui va activer notre manière de stresser et de surréagir pour rester en vie, bah lui parfois il fait un petit peu n'importe quoi. Et c'est ça qui peut expliquer que parfois on ne peut pas contrôler tout ce qui se passe. Le stress qu'on peut avoir sur place lors d'une prise de parole, comme oublier son texte, rougir, trembler, transpirer, c'est des choses qui vont freiner beaucoup de personnes, de personnes qui n'ont pas l'habitude de faire ça. Parce qu'en fait, on sait qu'on ne pourra pas les contrôler, ces choses-là. Et c'est un peu embêtant de se dire, surtout quand on est un peu perfectionniste ou anxieux, de se dire, bah, s'il se passe ça, je n'ai aucun moyen de m'en sortir. Hop. Et ça, dans notre exemple de la peur du rejet notamment, ça explique parfaitement, je fais la petite boucle, mais ça explique le fait que si on a si peur de se faire rejeter des autres, c'est que le cerveau reptilien, lui, il pense que s'il y a une audience en face de nous, il faudra forcément se faire accepter. Il ne fait pas la différence entre les tribus d'hier et les réunions d'aujourd'hui. Ça sera plutôt une question de vie ou de mort, d'être bien accepté par son public, et ça explique déjà pourquoi on redoute tant le regard des autres. Maintenant, je le disais, le stress, on ne peut pas y faire grand-chose une fois qu'il est là parce qu'il s'enclenche de manière automatique. Cependant, ce qu'on peut gérer, c'est notre appréhension du stress. Il y a une vraie différence entre le fait d'être inquiet, d'être stressé ou d'être anxieux à propos d'un sujet. Et ça, c'est parce que déjà, ces trois choses-là font appel à une partie différente du cerveau que je vous ai remis là. L'inquiétude, ça va passer par justement ce cortex, donc la partie du cerveau qui réfléchit, qui imagine, qui va mettre des mots plutôt sur des sensations. Donc c'est est-ce que je suis nul, est-ce que je vais y arriver, des choses comme ça. C'est vraiment s'inquiéter, se poser des questions comme ça, vraiment dans son cerveau. Le stress, on l'a vu, du coup, c'est plutôt cerveau reptilien, c'est vraiment en réaction. C'est, je le disais, une réponse à la peur, c'est de l'automatisme et on ne peut pas y faire grand-chose. Et l'anxiété, pour finir, elle va passer plutôt par le système limbique, qui est en fait la partie du cerveau qui crée les émotions. Donc l'anxiété, c'est vraiment avoir la sensation que quelque chose va mal se passer. Et c'est l'anxiété qui peut souvent nous bouffer la vie parce qu'on se pose plein de questions sur plein de choses et c'est que de l'instinct, c'est que des sensations. Donc en fait, le stress, on ne peut pas gérer. Les inquiétudes et l'anxiété, ça, on peut faire un travail dessus. Aujourd'hui, si vous lisez des manuels pour apprendre à gérer votre stress, en fait, ces manuels-là, ils vont plutôt vous apprendre à appréhender ce stress-là. Parce que le stress, encore une fois qu'il est là, c'est en pilote automatique, on ne peut pas y faire grand-chose. Ce qu'il faut travailler, nous, ça va plutôt être sur la manière dont on va appréhender du coup cette prise de parole. C'est de se dire, qu'est-ce qui me fait peur au fond? Qu'est-ce qui vraiment me ferait, je ne sais pas, tomber dans les pommes ou me freinerait en fait à donner cet exercice. En sachant tout ça, le fait que voilà, on ne puisse pas tout contrôler et que le cerveau, il a des parts de mystère et que voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas gérer. L'idée, ça va être du coup de le calmer et de travailler sur ce qui nous fait le plus peur, à savoir le regard des autres. En fait, porter attention au regard des autres, on se le disait, c'est normal, c'est naturel, ça fait partie de nous. Mais le sujet, il réside plutôt dans la valeur qu'on apporte à ces autres. En fait, aujourd'hui, on a vraiment besoin d'être validé, accepté par la plupart des gens et on a une addiction à la valorisation qui est au summum, encore plus aujourd'hui avec les nouvelles technologies petit à petit. Mais le sujet, il est là, c'est qu'on est tous différents, on va tous avoir des perceptions, des expériences, des goûts différents, donc on ne pourra jamais mettre tout le monde d'accord sur un même sujet. C'est vrai que si vous regardez les avis sur Internet de n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quelle réalisation, vous aurez toujours des avis hyper positifs comme hyper négatifs, vraiment opposés, bien que sincères tous les deux. Ça sera pareil avec vous. Ce qu'il faut vous mettre en tête, et il faut vraiment l'accepter, c'est que la critique, elle est inévitable, et surtout qu'elle ne sera jamais unanime. Il y aura toujours des gens pour vous dire que ce que vous faites, c'est super, et d'autres pour vous dire que c'est complètement naze. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces critiques-là, positives comme négatives, la plupart du temps, elles n'ont rien à voir avec vous. Elles ont plus à voir avec la personne, justement, qui émet ce jugement.
Donc pour réussir à parler en public, l'idée, ça va être de se détacher du regard des autres. J'aime pas trop cette phrase parce qu'on en entend parler tout le temps, et je trouve que c'est une phrase un peu bateau. Mais derrière cette phrase-là, en fait, ça veut dire que c'est à vous de gérer votre addiction à la valorisation, et c'est à vous, en fait, de décider de quelle valeur vous mettez sur ce regard des autres. Si vous vous dites, finalement, ça m'importe peu d'être adoré par tout le monde, ou voilà, les avis c'est bien, mais je sais que c'est très personnel, c'est en fonction des goûts de chacun, là vous pourrez commencer à déstresser en vous disant finalement c'est mon avis à moi qui compte. Et ça, c'est un gros travail en fait. La question c'est comment est-ce qu'on fait pour se détacher du regard des autres? En fait, la clé réside dans la balance que l'on va faire entre le regard de l'autre et le regard de soi. Donc la manière dont on va voir nous, si on se sent légitime, bien à notre place, est-ce qu'on serait utile à donner cette prise de parole notamment. Mais de la même manière que nos audiences vont toutes être différentes, nous aussi on va avoir une manière de se conscientiser qui sera totalement différente d'une personne à l'autre, en fonction de notre enfance, en fonction de notre capacité d'introspection. Et comme on ne sait pas trop se définir, on s'appuie vraiment sur comment est-ce que les autres peuvent nous voir. Sauf que le truc, il est vraiment là, c'est que pour moins se focaliser sur le regard des autres, qui est un petit peu notre mission, c'est qu'il va falloir apprendre à se regarder soi, à être capable de répondre à cette question « Qui suis-je ?» Et aujourd'hui, honnêtement, on n'est pas très nombreux à savoir le faire. Le but, c'est de travailler du coup sa conscience de soi. La conscience de soi, je le disais, c'est le fait d'être à l'écoute de qui on est, de ses forces, ses faiblesses, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous fait peur. Et c'est aussi le fait de pouvoir mieux appréhender ce regard des autres parce qu'on sait se positionner par rapport à eux. Si on sait mieux définir qui on est, on redoutera moins tout simplement le jugement. La conscience de soi, comment est-ce que ça fonctionne? C'est une sorte de synergie entre l'amour, l'affirmation, la confiance et l'estime de soi. L'amour de soi, c'est assez parlant, on y reviendra plus tard. L'affirmation de soi, pour le coup, c'est le fait de pouvoir affirmer tout simplement ses idées par rapport à des idées d'autres personnes. Donc c'est de se dire, ok, j'entends, je juge, et moi je pense que je suis légitime à avoir ces pensées-là et à les exprimer tout haut. La confiance en soi, c'est un gros morceau et on en parle souvent, mais on la confond souvent avec l'estime de soi. Et en fait, pour différencier les deux, la confiance en soi, c'est c'est connaître un petit peu ses compétences, avoir confiance en ses compétences, versus l'estime de soi, c'est avoir conscience de ses valeurs. C'est beaucoup plus personnel. La confiance en soi, son moteur, c'est l'action. Ça veut dire que vous ne pourrez pas développer de confiance en vous si vous n'osez pas faire les choses. C'est le fait d'oser faire quelque chose qui va développer cette confiance. Et plus vous aurez confiance en vous, plus vous oserez faire les choses aussi. Et pour donner un petit exemple, j'aime bien donner cette définition, c'est que la confiance en soi, c'est comme si vous faisiez l'expérience de vous laisser tomber en arrière avec vous-même. Est-ce que vous vous feriez confiance pour tomber en arrière et est-ce que vous feriez confiance pour vous rattraper tout simplement? Et l'estime de soi, pour finir, qui, je ne vous le cache pas, est le morceau qui nous intéresse le plus dans ce sujet, c'est le sentiment d'être aimé, de compter, d'être légitime, d'avoir sa place. Et c'est le sentiment, je le disais, d'avoir de la valeur. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on parle de valeur, mais selon qui? Parce qu'encore une fois, on a tous peut-être des valeurs qui sont différentes. Ces valeurs, ce sont des valeurs de référence que l'on nous inculque quand on nous éduque notamment, donc éducation parentale, académique, mais aussi plus tard dans l'environnement professionnel ou personnel. L'estime de soi, ce qui est hyper tricky, c'est qu'elle se développe pratiquement à 100% via le regard des autres, étant donné que très jeune, on a du mal à se définir. Comment est-ce que ça fonctionne tout ça? On ne pourra pas avoir confiance en soi et oser faire les choses si on n'a pas un minimum d'estime, si on ne sent pas qu'on peut les faire ces choses parce qu'on est légitime. Pareil, on ne pourra pas affirmer ses idées si on n'a pas confiance en elles, forcément. Et l'amour de soi, quant à lui, c'est vraiment ce qui va venir nourrir l'ensemble de ces parties. C'est un peu la base de tout et encore une fois, on reviendra dessus parce que c'est important. Donc, ça fait beaucoup d'informations et
moi, en comprenant tout ça, je me suis dit, ok, donc si j'ai peur de parler en public, si je résume, c'est que je redoute beaucoup le regard des autres. J'ai peur que, voilà, qu'on me dise que je suis nulle, parce que ça viendrait nourrir cette image que j'ai de moi qui n'est pas forcément très positive, mais tout simplement parce que j'ai jamais appris à répondre à cette question, bah, qui est-ce que je suis vraiment et qu'est-ce que je vaux. Et je vais vous montrer une capture d'écran d'un message que j'avais envoyé à un ami qui date il y a pas si longtemps, quand je découvrais cette opportunité de prendre la parole, où je disais, moi j'ai un peu le syndrome de l'imposteur parce que je pense qu'avec mon âge, il y aura forcément des gens qui seront plus expérimentés dans la vie ou sur le sujet ou autre. Si je vous montre ça, c'est vraiment pour vous dire que je l'incarne vraiment ce sujet, je pars vraiment de très très bas. Et en fait, ce syndrome de l'imposteur, ça me permet de faire le lien. Je trouve qu'on en parle beaucoup. On est beaucoup à dire « ouais, j'ai le syndrome de l'imposteur dans telle ou telle situation », mais on ne le conscientise pas assez. Pourtant, il a toute sa place dans notre problématique de parler en public, parce que déjà, il concerne à la fois le regard de soi et le regard des autres. C'est vraiment de se positionner par rapport à d'autres personnes. Et aussi, comment est-ce que vous voulez prendre la parole et être convaincant dans ce que vous dites si vous-même vous n'êtes pas convaincu de la personne que vous êtes ou de tout ce que vous pouvez délivrer. Donc vraiment, il faut en parler et on va en parler tout simplement. J'ai remis les paillettes parce que lui aussi je trouve qu'il nous pourrit bien la vie. Le syndrome de l'imposteur, on l'associe souvent au fait de se sentir de trop dans une équipe, dans un groupe. Et celle-ci, elle était collector, je l'aimais bien. Mais en fait, pour être plus précise, le syndrome de l'imposteur, on va surtout le ressentir lorsqu'on accomplit quelque chose avec succès notamment, et qu'on reçoit des félicitations, et que là, dans notre tête, on se dit, je comprends pas pourquoi cette personne me félicite autant, parce que pour moi, c'était du hasard ou de la chance, ou avec les bonnes personnes au bon moment, ou bien, effectivement, j'ai beaucoup travaillé, donc c'est peut-être normal que ce projet, je l'ai mené à bien. Mais en gros, c'est mon travail, c'est pas mon talent. C'est vraiment l'idée de minimiser tout ce qui va être positif de type succès à notre égard. Et c'est un vrai cercle vicieux, c'est difficile d'en sortir parce que toutes ces situations de réussite qui devraient normalement nous donner confiance en nous, parce que voilà, la confiance, c'est le fait d'oser, etc. Au contraire, ça nous met une forme de pression parce qu'on va avoir des personnes qui vont croire qu'on a ce talent-là. Et nous, on va se dire, moi, je ne suis pas capable de réitérer cet exploit, donc grosse pression pour se dire, il va bien se rendre compte la prochaine fois que je suis un imposteur et que ce n'est pas vraiment moi qui ai du talent. Le syndrome de l'imposteur, c'est pas juste une histoire de confiance en soi, et surtout, c'est pas que dans la tête. Il y a énormément de personnes qui en souffrent. Dans les chiffres, moi, j'ai plus d'une personne sur deux qui en a déjà souffert, et je soupçonne qu'il y en ait beaucoup plus que ça. Mais de l'autre côté, c'est pas non plus une maladie. On peut travailler dessus. Disons que c'est plutôt un trait de personnalité. Et c'est pour ça que ça nous colle un peu à la peau. Si vous vous sentez un peu concerné par ces quelques mots que j'ai dit, sachez qu'il y a beaucoup de supports, d'études, de ressources disponibles, encore une fois, sur Internet ou ailleurs. À commencer par des tests. Et je vous partage celui-ci. Si vous tapez échelle de Clance, vous trouverez des tests faciles, gratuits à faire assez rapidement. En fait, juste pour l'info, Clance, c'est une des deux psychologues américaines à avoir mis le doigt dessus. Et échelle, c'est parce qu'on part du principe que tout le monde souffre un petit peu du syndrome de l'imposteur. L'idée, c'est de mesurer à quel pourcentage. Mais comme on est ensemble aujourd'hui et qu'on a un petit peu de temps, ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse en partie ensemble. Moi, j'ai récupéré quelques situations qu'on peut trouver dans ces tests. Et ce que je propose, c'est de lever la main quand vous vous sentez concerné par l'une ou plusieurs d'entre elles. Donc c'est parti. La première, j'ai des difficultés à déléguer. Même lorsque j'y parviens, je me sens frustrée et déçue des résultats. Okay. J'ai l'impression de ne pas avoir mérité mon titre et me sens obligée de prouver ma valeur en travaillant plus. Ça m'arrive aussi. Ceux qui lèvent la main plusieurs fois, c'est cadeau, c'est la séance de bras du jour. Ça, c'est différent. J'ai l'habitude d'exceller sans trop d'efforts. Et petit, on disait que j'étais l'intelligent de la famille. Je n'aime pas l'idée d'avoir un mentor parce que je peux gérer les choses par moi-même.
Je n'ai besoin de l'aide de personne, ça c'est un classique. Et enfin, j'ai le sentiment de ne jamais en savoir assez et de devoir apprendre sans cesse pour prouver ma légitimité. Il y en a beaucoup. Merci pour votre participation. Donc on voit que déjà on est tous à peu près concernés d'une manière ou d'une autre. Et en fait, ces situations-là, je ne les ai pas choisies au hasard. C'est parce que chacune d'entre elles va correspondre à une sorte de catégorie que l'on a prédéfinie sur les syndromes de l'imposteur. Parce que les études vont tellement loin qu'on a vraiment des catégories d'imposteurs. Très rapidement, la première, sur une personne qui va avoir du mal à déléguer et qui va être très orientée résultat, avoir peur de l'échec, serait une personne perfectionniste, considérée comme perfectionniste. Une personne qui a besoin d'en savoir ou d'en faire plus que les autres, de s'occuper de plus de choses, voire de s'occuper du travail d'autres personnes, serait une personne Superman ou Superwoman. Sur la troisième catégorie, ce sont les personnes qui ont une certaine pression parce qu'on leur a répété qu'ils étaient très intelligents, etc. Et du coup, ils vont avoir aussi un grand sens du résultat. Ce sont les génies naturels. Ensuite, les personnes qui n'aiment pas demander de l'aide, pour qui demander de l'aide, c'est une forme de faiblesse, sont les solistes. Et enfin, vous reconnaîtrez les experts dans ces personnes qui ont besoin de tout comprendre rapidement et d'en savoir le plus possible sur le plus large panel de sujets possibles. En fait, ça nous rassure en tant qu'humains de savoir ça, de créer des petites catégories parce que ça nous permet de nous mettre dans des cases, on en a besoin, parce que comme ça, on se sent moins seul. Mais je vous assure, je le disais, on est tellement nombreux à en souffrir du syndrome de l'imposteur qu'il y a bien plus que 5 catégories. Disons qu'en fait, ce sont les principales et que ce sont celles sur lesquelles vous trouverez le plus de pistes d'amélioration pour gérer le sujet. Moi, je vous ai fait un tableau récapitulatif de, grosso modo, chaque profil, comment est-ce qu'il se construit dans le cerveau et quels sont les chemins que vous pouvez emprunter pour commencer à régler le sujet. Mais en fait, je vous perdrais, je pense, si je devais réciter tout ça. Donc, vous pourrez télécharger mes slides à la fin de la présentation. Je pense que ce sera plus simple. L'idée de vous montrer ça, c'est juste de vous dire que il n'y a pas de recette miracle pour vaincre le syndrome de l'imposteur. Déjà, sinon, ça se saurait. Et c'est pour ça qu'on galère tous un petit peu avec ce sujet et que ça part pas avec les années. En revanche, la première étape, c'est d'en avoir conscience qu'on en souffre parce que c'est pas anodin. Il y en a qui le ressentent jamais, et surtout une personne qui le ressent beaucoup va vraiment pouvoir le diminuer pour de vrai. Le fait de le conscientiser, ça fait qu'on va pas forcément passer sa vie à le subir. Parce qu'il y a certaines personnes qui mettent jamais le doigt dessus et qui peuvent passer leur vie à paraître plutôt qu'être et à vraiment présenter une vitrine d'eux-mêmes aussi longtemps que possible. Mais en fait, c'est hyper difficile dans notre sujet de se conscientiser, de travailler sa conscience de soi, je le disais avant, qui est hyper important, si on passe sa vie à prétendre être quelqu'un d'autre, à être quelqu'un qui aura une meilleure estime de lui et qui sera plus légitime. En fait, aujourd'hui, si certaines personnes aiment parler en public versus d'autres en sont tétanisées, c'est probablement que leur estime propre est bien différente. Et en fait, on aura beau regarder une vidéo sur la confiance en soi, le sujet, il n'est pas là. Il vous faudra en fait travailler sur la manière dont vous voyez les autres, ce que je disais, via la manière dont vous voyez vous. La question à vous poser, en fait, c'est pas comment est-ce qu'il me regarde, mais comment est-ce que moi je me regarde et comment est-ce que moi je me juge, tout simplement. Et le fait de savoir qui on est via notre éducation, notre entourage, c'est une bonne chose, mais une fois que vous avez réussi à un petit peu mieux vous définir, ne vous imposez pas de plafond de verre selon ce que vous pensez être capable de faire, par exemple en fonction de la timidité ou des choses comme ça. Parce que si vous avez vraiment au fond de vous envie de donner une prise de parole et d'y prendre du plaisir et d'y arriver, c'est sûr que ça marchera, vous y arriverez finalement, ça j'en suis certaine. En fait, c'est qu'il faut commencer par arrêter de poser la question « est-ce que j'en suis capable ?», mais plutôt transformer ça en « comment m'en rendre capable ?» Et du coup, moi qui suis là devant vous aujourd'hui, et sachant d'où je viens sur l'échelle de l'estime de soi, je vais vous partager les petites clés qui sont pour moi les vrais sujets sur lesquels vous focalisez en priorité. Il y en a 5.
En premier, c'est renseignez-vous. Donc je le disais, renseignez-vous sur vous-même, sur votre enfance, comment est-ce que vous avez grandi et quelle peur vous avez pu développer. Le sujet de la peur, moi j'adore ce sujet parce que ce que je dis souvent, c'est que derrière chaque peur, il y a un trésor. Si vous voulez un jour vous dire j'ai envie d'être mieux dans ma peau, de me développer, de faire du développement personnel, le fait de vous focaliser sur quelque chose qui vous fait peur en particulier, vous savez que c'est le bon chemin. Vous pouvez être sûr que votre instinct, la manière dont vous êtes fait, fera que si vous travaillez vos peurs, vous deviendrez forcément une personne où vous vous sentirez encore mieux. Et puis renseignez-vous aussi sur les travaux qui ont déjà été faits. Moi, je vous en partage quelques-uns qui m'ont vraiment permis d'évoluer, que ce soit sur me connaître moi, travailler le syndrome de l'imposteur, après travailler vraiment la prise de parole en public en elle-même, comment déstresser tout simplement. Et puis les vidéos, les TED Talks, etc. Forcément, c'est une petite bible. En point 2, c'est accepter. Et accepter, c'est un grand mot, il faut vraiment l'accepter dans ses tripes et ça prend du temps. C'est accepter que vous ne serez jamais expert, vous ne serez jamais parfait, il n'y aura jamais de bons moments pour vous lancer. Donc là, je m'adresse un peu aux perfectionnistes. Acceptez aussi que vous douterez toujours de vous, qui que vous soyez et quoi que vous fassiez, que vous ayez fait quelque chose qui peut changer le monde, vous aurez quand même des doutes au moment de, je sais pas, de prendre la parole ou de présenter des résultats. Mais de l'autre côté, acceptez aussi que vous soyez assez, qu'il n'y ait pas besoin d'être quelqu'un d'autre et qu'il n'y a pas de meilleur endroit ou de meilleur moment que maintenant si vous avez envie de faire les choses. Et je le disais, accepter la critique, ça on en parlait au début. Et moi, il y a une phrase qui m'avait fait un petit peu déclic et je ne sais pas si ça peut vous parler aussi, mais c'est que si on est responsable de ce qu'on dit ou de ce qu'on fait, on n'est pas responsable des réactions des autres. Ça veut dire que si le public n'est pas satisfait ou au contraire l'est fortement, je me répète un peu, mais ça sera beaucoup plus en rapport avec eux qu'avec vous-même. Donc il faut vraiment se déstresser sur le fait que l'objectif, c'est que vous preniez du plaisir, que vous remplissiez votre mission ou votre objectif à vous, et le reste, c'est secondaire. Et justement, le petit 3, c'est définissez votre objectif. Ça, c'est important d'avoir un objectif parce que c'est justement ce que je disais, ce qui va vous permettre de gagner en confiance en vous. Le fait de remplir un objectif, ça vous fait dire « Ok, je suis capable de faire ces choses-là » et ça va vous permettre d'avoir un objectif encore plus grand la fois d'après. Maintenant, il faut se définir un objectif qui soit positif et motivant. Si votre objectif, c'est de ne pas tomber dans les pommes ou de ne pas vomir partout, ça, c'est ni positif ni motivant. Il y a des manières de voir les choses et vous pouvez par exemple transformer un vouloir être aimé en vouloir inspirer ou vouloir être le meilleur en vouloir donner le meilleur. En 4, ce serait prenez les choses en main. C'est la manière polie de dire sortez-vous les doigts parce qu'au bout d'un moment, il faut se lancer. Déjà, si vous ne vous sentez pas vous-même dans votre vie, que ce soit au boulot ou dans votre environnement personnel, c'est qu'il faut changer quelque chose. Parce que si vous prétendez être quelqu'un d'autre et que vous ne vous sentez pas vraiment vous-même, vous ne pourrez jamais évoluer. Et je vous disais, la base, développer votre conscience de soi, etc. Faites des petits pas, chaque chose en son temps. Sur les prises de parole, si vous démarrez de zéro, faites-en des petites ou devant la famille ou après devant 10 personnes, etc. Si c'est le regard des autres qui vous importe. Acceptez que ça prenne du temps. Aussi, n'oubliez pas qu'on est des êtres de relation. Donc, le fait d'en parler aussi de cette peur, vous verrez à quel point le fait de tendre une main, en fait, vous en recevrez 10 en retour parce qu'on adore aider les autres. Et moi, par exemple, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais adressée notamment à toi, Seb. Prenez quelqu'un qui vous inspire justement sur ce sujet-là en fonction de vos objectifs à vous. Et vous verrez que déjà, ça va désacraliser une personne. La personne pourra vous donner un petit peu ses secrets. Et ça vous permettra en fait de tisser un lien et de vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Enfin, c'est vraiment appuyez-vous sur les autres parce que vous n'êtes pas seul dans cette quête d'objectifs-là, surtout si c'est difficile. Et je me suis mis cette petite slide-là aussi pour pas oublier de vous en parler. C'est que une fois que la machine elle est lancée, il faut travailler encore, souvent très dur, surtout si c'est un objectif qui est assez grand. Le fait de maîtriser parfaitement votre sujet,
ça rendra les critiques obsolètes parce que vous direz, bah, moi, au moins, je déstresse sur le sujet parce que je sais que je le connais de A à Z, etc. Le fait de se battre en fait pour ce qu'on veut, c'est bien de l'avoir en tête, mais l'idée c'est vraiment de se battre avec vous et pas contre vous. Et on confond un petit peu. Et en dernier point, qui paraît être le plus niais, mais qui est en fait très très important, c'est le fait de vous aimer. En fait, si vous vous apportez suffisamment d'amour et de bienveillance, bah, vous aurez moins besoin d'en recevoir des autres. Et vous direz, bah, je m'en fiche un peu si tout le monde m'adore, parce que moi, je me donne déjà tellement d'amour, je crois déjà tellement en moi, bah, que vous serez beaucoup plus solide sur vos appuis, j'ai envie de dire. Entourez-vous des personnes que vous aimez et qui vous inspirent, ça au quotidien, ça vous nourrira réellement. Je vous avais mis une petite slide. Et un autre conseil qui, moi, m'avait aussi un petit peu chamboulé, c'était le fait de rester soi-même. On en entend souvent parler, mais là, je m'adresse aux personnes qui ont justement ce fameux syndrome de l'imposteur. J'en faisais partie, et j'en fais toujours partie. En fait, on se l'est dit, quoi qu'il arrive, il y aura des gens qui vont vous aimer et d'autres qui vont vous détester, et c'est comme ça, et peu importe à quel point vous êtes une personne extraordinaire. Et en fait, une personne qui vous adore, si elle veut vous faire une déclaration d'amour, autant qu'elle le fasse pour la personne que vous êtes vraiment, sinon vous direz, ok, elle adore cette personne, mais c'est pas vraiment moi, et du coup, vous retirerez rien de ces quelques mots. Et pareil, en fait, au contraire, une personne qui vous déteste et qui a envie de vous le dire, autant qu'elle s'adresse à la personne que vous êtes vraiment et pas à un personnage que vous avez créé, ça serait trop dommage. Donc si on résume un petit peu, parce que j'ai dit beaucoup de choses, en fait, aujourd'hui, on est trop nombreux à voir dans notre écosystème uniquement les autres. On les conscientise bien, on les regarde, on peut appréhender comment est-ce qu'eux, ils nous regardent. Et du coup, en fonction de ce qu'ils peuvent penser de nous, c'est comme ça qu'on construit aujourd'hui notre estime propre. Mais il va falloir en fait vraiment se tourner vers soi pour réinjecter cet amour déjà qui est gratuit. Enfin, il faut vraiment faire cet effort de se dire, voilà, je pense que je suis légitime, je suis une personne qui compte, etc. Il faut se donner plus de crédit parce que comme ça vous donnera une estime de vous qui sera beaucoup plus saine. Vous saurez ce que vous valez et tant pis si les autres ne sont pas contents. Ça vous fera que vous arriverez mieux à vous conscientiser aussi par rapport à ces autres et tout sera beaucoup plus sain, beaucoup plus plat. En fait, sur ces 5 catégories que je vous ai citées juste avant, leur point commun, c'est qu'elles ne concernent que vous, votre personne. Ça veut dire que personne ne pourra faire les choses à votre place. Ça sera vraiment à vous de faire les choses. Commencez par vous regarder vous, c'est vraiment mon mot final, peut-être de la manière dont vous aimeriez qu'on vous regarde justement, et le reste suivra. Et moi, on arrive à la fin de la présentation, donc je suis ravie de vous dire que si j'ai pu le faire, c'est que vous pouvez y arriver aussi. Voilà. Ah, José. Et merci beaucoup. Et comme promis, voilà, je vous ai mis mes slides que vous pouvez télécharger en PDF. Et là, c'est le contact LinkedIn. Je ne sais pas qui c'est, mais je rigole. Et j'ai un autre QR code juste après. Mais je reviendrai peut-être sur cette slide si vous voulez, sur justement les fameuses notations. Voilà. Et je ne sais pas trop combien de temps il nous reste. 11 minutes. Parfait. Si vous avez des questions, des remarques. Oui. Oh, non, je ne saurais pas. Tu veux nous en parler ? Justement, effectivement, moi j'ai tendance à dire, dans mon travail en tout cas personnel, de réussir à parler en public, j'ai appris en fait à arrêter de me soucier des autres. Donc s'il y a des personnes effectivement c'est un peu effectivement le contraire du syndrome de l'imposteur, qui prétendent savoir quelque chose alors qu'il n'en est rien, j'ai envie de me dire que c'est un petit peu leur souci à eux. Moi, effectivement, je me concentre, je trouve que c'est déjà tellement compliqué de se concentrer sur soi et de remplir ses objectifs à soi et d'être fier de soi, que je trouve que déjà se dire, moi, je vais travailler mon sujet à fond, au moins
en fait, je me dis que ces personnes-là qui vont peut-être faire semblant de savoir les choses, bah, c'est juste le danger que, voilà, justement, si on pose des questions, si on creuse un petit peu le sujet, on se rendra compte qu'il n'y a rien derrière. Et c'est là qu'au contraire, la confiance en soi, elle ne va pas se développer, mais elle va s'effondrer. Moi, je ne prendrais pas le risque du tout de faire ça. Et bon, il y a peut-être un certain courage chez ces personnes qui font ça, mais effectivement, je n'ai pas forcément creusé cet aspect-là. Oui, oui, oui. Ok. Il faut que je répète les questions dans le micro, c'est ça? Ok. Euh, Bah, comment je me sens? Je me sens bien parce que je me sentais à ma place et c'est un sujet qui me passionne et je pense que c'est aussi important. Je parlais de maîtriser son sujet, mais c'est aussi euh, la légitimité, surtout dans ce milieu-là tech, où je trouve que bah, vous êtes nombreux à être développeurs et je me dis bah, pourquoi pas se développer soi-même aussi. C'est quelque chose qui va de pair et je trouve qu'on ne cesse jamais de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Ça peut être vraiment une quête personnelle. Euh, Pardon, je m'éloigne de la question. Non, non, je me sens super bien parce que je suis contente d'avoir délivré les messages en tout cas que je voulais délivrer. Et après, ça sera plus sur bah, les retombées. Est-ce que j'ai envie de refaire l'exercice sur un autre sujet, développer la peur des nombrils. Non, et la deuxième partie de la question, pardon, c'était ah, bah justement, ça va me permettre de diminuer mon appréhension de l'exercice parce que là, je pense que je n'ai croisé beaucoup depuis ce matin et je tourne en rond littéralement de me dire oh là là, en fait, j'avais très peur en incarnant ce sujet, de réussir à parler en public, de me dire si je monte sur scène et que je m'effondre, bah là, personne ne voudra m'écouter parce que ça veut dire que je ne remplis pas du tout ma mission de donner envie aux gens de se lancer aussi. Et du coup, je me dis non, c'est bon, c'est ce que je voulais. Et c'était la première fois, le baptême, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Oui, merci beaucoup. Merci. Mm. Ouais, je trouve aussi. En fait, c'est hyper personnel. Bah, je pense qu'effectivement, c'est ce que je disais. Se dire, ok, si jamais il se passe ça sur le moment, tel stress, ça sert pas à grand chose parce qu'on peut jamais vraiment savoir ce qui va se passer. Justement, est-ce qu'il y a du son qui va sortir ou pas? Mais par contre, le fait de pouvoir travailler son appréhension, là, il y a un vrai truc là entre la méditation. Enfin, il y a plein de choses, l'exercice de respiration. Il y a énormément de manières de voir les choses et c'est beaucoup dans la tête aussi de se donner les vraies phrases. Et justement, comme tu disais, sur le côté expert, bah, je trouve ça un peu magique de se dire que bah oui, il y aura toujours des personnes qui en sauront plus que nous, mais il y aura aussi toujours des personnes bah, qui viennent ici pour la première fois. Et apprendre quelque chose, à ne serait-ce qu'à une personne, bah, ça vaut déjà le coup, je trouve. Oui. Mm. Mm. Ouais, c'est vrai.
Ouais, il y a toujours ce côté, après, c'est toujours un peu type syndrome de l'imposteur, mais de se dire, bah là, il y a plusieurs conférences en même temps. Et moi, typiquement, je me disais, avant d'essayer de faire taire mes voix, c'est de me dire, bah, et si quelqu'un vient à ma conférence et en fait regrette parce qu'il y aurait peut-être eu un sujet plus important ailleurs, en fait, on se dit, bah voilà, c'est les décisions, comme tu dis, du public. Et nous, il y a déjà beaucoup d'autres choses à emmagasiner pour se déstresser que, voilà. Hmm. J'en suis pas phobique, donc j'ai pas non plus fait de présentation sur la peur des nombrils, mais effectivement, non, déstresser, faire des petites blagues, ça fait du bien, effectivement. Est-ce que c'est tout bon? Je crois que oui. Est-ce que je peux juste vous prendre en photo, s'il vous plaît, parce que comme vous êtes mon premier public, je me dis, il faut que j'envoie à ma maman. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Merci.